Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien. Heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude des coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrère, à ma droite cette fois-ci, nous présentera le Zoom de la semaine sans oublier la question du jour, le débat avec la Ligue 1. Doit-elle passer à 18 ? À qui la faute ? Toutes les réponses dans le débat tout à l'heure. Et enfin, nous recevrons Grégory Boger, jeune retraité du cyclisme sur piste. Il est seulement 9 fois champion du monde. Avec nous ce soir, Kevin Carrère. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Marek Keta, bonsoir Marek. Bonsoir tout le monde. Et monde. Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Et bonjour à Coraline et Romain à la réalisation. Et bonne année Marek, le retour de Marek. Bonne année à toute l'équipe, bonne année à nos auditeurs. Voilà, je peux vous le dire de vive voix enfin. Ça fait plaisir de revenir. Comment s'est passé ces 15 jours sans nous, un peu 3 semaines, parce qu'il y avait la semaine de vacances. Ouais. Plutôt bien, écoutez, j'ai fait un petit tour sur Marseille la semaine dernière. Voilà, Canebière. Explique exactement. Oh, Bouillabaisse. Alors il faisait pas très beau, mais en plus pour ne rien vous cacher, étant adepte de la nage, je voulais essayer un peu la nage en eau glacée. J'en avais parlé l'an dernier déjà dans un coup de cœur. Vous l'avez fait ? Non, j'ai pas pu parce que vraiment le temps était affreux. Faut que vous suiviez je vais y retourner. La fameuse méthode de Wim Hof, là, vous savez. C'est une méthode en fait qui permet de mettre à l'épreuve l'endurance physique et qualité cardiaque en prenant des douches froides tous les matins et en faisant des exercices de respiration. Non, une douche à 37 degrés, c'est bien le matin. On est d'accord, Kevin ? Ah oui, 40 tout de suite. Ne contredisez pas le roi, s'il vous plaît. Vous le verrez sur le YouTube de l'émission à retrouver tout à l'heure à 21h et tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux, bien évidemment, le Facebook, Twitter et Instagram de l'émission. Voilà, on avait parlé d'une galette des rois. Eh oui. Et comme par hasard, une belle galette avec, vous savez, un crémage au chocolat bien connu qui commence par nu et qui finit par là. Voilà. Ah, mais je n'ai pas cité le nom. Non. Voilà. On l'a pas reconnu. et bien évidemment, j'ai eu la fève. Quelqu'un doutait que je sois le roi ici ou pas ? Ah non, là c'est sûr. Monseigneur arrivant, on était peu surpris. Majesté. En plus, vous êtes tombé dessus en la coupant. Oui, mais vous étiez pas là, du coup j'ai fait un peu de maçonnerie, j'ai pris un peu de pâte à tartiner, hop, et j'ai caché comme ça. Les fair play. Et après j'ai dit, allez, on va voir si Jean est bien le roi de ces lieux, et ça c'est le roi telé de Sportez-vous bien. Et après avoir mangé la... En plus c'était un petit Astérix. Je l'ai gardé du coup. Je ressemble plus à Obélix qu'Astérix. Mais... Ma passion pour les Gaulois, j'ai gardé Astérix, Mais c'est un petit Astérix. Ouais. Et par contre, Romain, Marek et Kevin sont arrivés un petit peu après que je sois devenu roi de Sportez-vous bien. Alors, t'es sacré. Et comme par hasard, vous avez dit comme par hasard, tricheur et tout. Vous me prenez pour un tricheur ? Non, Marek. Oh là, attention là. C'était le destin, disons. Vous risquez d'aller. Disons que j'étais peu surpris, voilà. Vous risquez d'aller à la Bastille, là, Marek, si vous contredisez le roi. Kevin, je suis bien le roi. J'essaie de me rassurer un peu là. Ici, il n'y a pas de doute. Bonne réponse. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie et une déception. Et je vous cache pas que je suis en train de regarder aussi un coup de cœur qui pourrait être pour moi tout à l'heure. Je suis en train de regarder en direct chez nos confrères de beIN Sport l'équipe de France de handball qui mène 19-17. Il reste 20 minutes à jouer dans ce match contre la Suisse. Je me tourne vers vous, Marek Keta. Oui. Alors c'est un coup de je ne sais quoi. Oui, mais avant ça, pour reprendre vos mots sur Mesut Özil. Mais on y viendra après. Écoutez, aujourd'hui on parle de roi, tout ça, mais moi je propose un coup d'état. Voilà. D'abord, j'ai une question. Vous avez votre question. Oui, voilà, il y avait un truc, il y avait un petit quiz. Monsieur fait une question du jour. C'est la votre place. C'est ça. Non, mais ouais, j'ai une petite question pour vous là que j'ai vu passer. Ça me démangeait. Voilà. Attendez, je vous l'ai dit. J'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là. Attendez. Ok, c'est parti. Elle est très simple, vous allez voir, nos auditeurs. Moi aussi, je dis souvent elle est très simple et vous ne trouvez pas. Alors non, mais c'est assez simple, donc écoutez, oui. Il se trouve que le Vendée Globe est fini déjà. Est-ce que vous savez pourquoi et qui l'a gagné ? Oula. Non, je suis pas du tout là. Putain, Vendée Globe. Vous avez vu quand même le Vendée Globe ces derniers jours. Ils doivent pas arriver dans 15 jours, non ? Ouais, dans quelques semaines. Ouais. Oui.
C'est un peu ça le petit clin d'œil. Mais c'est parce que vous savez, il existe une application. Et on a un vainqueur, ça y est. Vous savez, cette application que j'ai installée. Ah oui, c'est vrai que vous avez fait la course. Est-ce que vous avez démarré, Marek? Alors non, j'ai mon bateau. Après avoir échoué en Nouvelle-Orléans, j'ai décidé. Il est resté aux États-Unis, Marek. Voilà, je suis resté. Je me suis dit, on va plutôt regarder la NBA et tout ça. Non. Donc du coup, oui, ils ont trouvé un vainqueur. Ça y est, il s'appelle Tigrou26120. C'est son pseudonyme. C'est un retraité, Jean-Claude Goudon, qui a remporté la Virtual Regatta. Donc, en même temps, il faut être à la retraite pour gagner. Ouais, et sur les 1 million, vous savez, il y avait un peu de tout. Et en tout cas, il est passé devant même Armel Lecléac, qui était évidemment le vainqueur de la dernière édition. Alors Armel Lecléac, lui, a terminé aussi. Il est passé sous les 70 jours. Mais voilà, c'est ce retraité, Jean-Claude Goudon, donc, a remporté la Virtual Regatta. Bravo à lui. Il a gagné quelque chose ou pas Non, c'est pour le plaisir. Parce que pour 1 million de joueurs finir premier, je sais pas. Il n'empêche, peut-être prendre du temps parce qu'il faut se lever et tout, j'imagine, pour pas que ça dérive. Il faut se connecter assez régulièrement, mais peut-être que cette discipline va émerger dans le e-sport. On parlait de e-sport avant l'émission. Voilà, peut-être à suivre cette application Virtual Regatta. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Je donne la parole aux autres, comme ça on reviendra sur Ozil, parce que je sens que vous voulez pas tout de suite parler de Mesut Ozil. Donc on y reviendra tout à l'heure. On va mettre le ballon un peu plus ovale. On va l'écraser. Voilà. Oui, c'est ovale qu'on dit, c'est bien ça. Oui. On va parler sur la bonne forme d'un club voisin. Alors Pau a gagné ce week-end, Toulouse n'a pas joué, mais Castres est en train de se réveiller. Ouais, exactement. Alors j'ai retrouvé la feuille de notre dernier débat à mi-parcours du top 14. Castres était 12e et après sa victoire au Loup, donc on les voyait jouer le maintien jusqu'au bout de la saison, mais voilà, après une victoire incroyable à Lyon à 14 contre 15 pendant 70 minutes, Castres a enchaîné avec une nouvelle victoire en infériorité numérique face à Agen, avec le même scénario, mais ils ont même réussi à obtenir le bonus offensif. Et ce week-end, face à une équipe de Montpellier qui leur ressemble cette année, c'est-à-dire qu'elle devait jouer le haut tableau, mais ça joue le maintien, et bien ils ont réussi un gros coup en s'imposant 21-19. Cette fois-ci en jouant à 15 tout le match. Ouais, une belle réaction parce qu'ils étaient menés 19-11 quasiment tout le match, mais ils ont su s'imposer avec un essai de Vaipoulou en fin de match. Et donc ça connote avec un renouveau à Castres, avec notamment l'arrivée de nouveaux entraîneurs, David Dari Carrère entraîneur des arrières et Pierre-Henri Broncan, entraîneur des avants, qui a été nommé entraîneur principal. Ouais. Donc en fin d'année, ça parlait plutôt d'une crise au Castres Olympique. Ils jouaient le maintien, ils venaient de perdre un match qu'ils ne devaient jamais perdre face à Brive, où ils menaient 21-6 à la mi-temps et ils s'étaient inclinés 25-24. Et aujourd'hui, ils apparaissent comme un nouvel outsider au barrage, donc pour être dans les 6 premiers, puisqu'aujourd'hui ils sont 9e à seulement 6 points du 6e Bordeaux. Fou, ouais. Mais Castres a un match en moins, donc tout est relancé dans la course aux 6 premières places. Ce qui est fantastique avec le sport, c'est qu'il y a 3 semaines, un mois, on était condamnés. Castres finissent 13e, 12e, c'est fantastique, c'est génial. Et là, on va commencer à évoquer, est-ce que Castres peut finir barragiste, messieurs? Vous y croyez, vous, Maxime? Barragiste, je sais pas, il faudra voir sur la durée. C'est vrai que là, ils sont dans une dynamique, 3 victoires de rang. Avec surtout cette capacité de renverser les situations alors qu'on pense qu'elles sont terminées. C'est en plus là l'avantage qu'ils avaient par rapport à Montpellier, c'est que Montpellier n'est pas du tout habitué à jouer le maintien, et que eux, les Castrés, ils savent un peu ce que c'est, ils savent ce que c'est de ferrailler, on va dire. Donc on l'a vu sur la fin du match avec un Anthony Gelonche encore qui a été monstrueux, c'est lui qui fait la passe décisive à Vaipoulou pour l'essai. Et non honnêtement je les vois bien faire ventre mou. Je pense pas quand même s'ils vont chercher la qualif, là, quand même, ce sera énorme. Mais en tout cas, je suis content que Castres ait retrouvé des coups, ça fait plaisir. Comme nous l'a dit Kevin, il y a eu le changement de coach, d'entraîneur à Castres. La même chose à Montpellier avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Philippe Saint-André. Moins bonne réussite, là, messieurs, pour le coup. Moins bonne réussite, mais après, il y a eu du mieux du côté de Montpellier. Ils ont failli gagner à Lyon. Après, à Brive, ils menaient tout le match, ils se sont fait surprendre. Et là encore, donc il y a peut-être un problème de caractère des joueurs. Ça peut vraiment finir 13e et jouer le barrage, Montpellier, ou vous y croyez pas trop? Enfin, vu la qualité des joueurs, je pense que ça va se maintenir quand même. Ouais, on verra. Montpellier, c'est vrai que c'est l'énigme pour l'instant. Et en plus, il y a encore du remue-ménage en coulisses, je crois. Il y en a qui parlaient de Michael Cheka. Ça bouge énormément. Le problème de ce club, c'est la stabilité en interne, je pense. Avec l'omniprésence d'Altrad, qui est un grand mécène, un grand monsieur, qui est important pour le rugby, mais qui est peut-être un peu trop présent quelquefois, je pense. Et ça met peut-être un peu la pression au staff et aux joueurs pour travailler librement. Le Stade Toulousain va chercher éventuellement le top 14 ou la Champions Cup. Ils sont champions de France en titre toujours. Mais il y a 14
4 ans, Toulouse avait fini 4-5 ans, Toulouse avait fini 12e. L'année dernière, heureusement que le Covid arrive pour sauver le Stade français. Vous me voyez venir, messieurs. Est-ce que, et vous Maxime plus particulièrement, est-ce qu'il y a déjà eu des grosses surprises où le Stade toulousain, quand ils finissent 12e, on les attend dans le top 6. Le Stade français, quand ils finissent 13e, on les attend, peut-être pas dans le top 6, mais plus haut. Plus haut. Là, Montpellier, on les attend dans le top 6, ils sont 13e. Est-ce qu'il y a souvent des surprises comme ça ? Est-ce que ça vous vient à l'esprit ? La plus grosse surprise, c'était la fameuse victoire de Castres quand ils avaient gagné le bouclier de Brennus avec Christophe Furieux, je crois, en 2015, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait 6e, ils sont qualifiés, je crois, c'était la dernière ou l'avant-dernière journée. Et donc, c'était vraiment le parfait outsider. Ils sont arrivés là sans pression et ils sont allés chercher le titre. Donc... c'est vrai que par rapport à ça, le top 14, c'est quelque chose qui permet de mettre ce produit en avant, ce championnat qu'est le top 14. C'est vrai que d'une journée à l'autre, tout est possible, tout est réalisable, il y a un suspense fou, mis à part Agen, bien sûr, on en avait parlé, mais c'est captivant. C'est captivant et je pense que ça va nous captiver encore un petit moment cette année. Oui, puis ça fait un nouvel outsider. Donc déjà qu'il y avait 8 équipes, là ça fait peut-être une 9e. Donc ça relance l'intérêt incroyable pour les 6. Alors que... Mais vous y croyez vraiment, Castres On sait jamais, ouais, franchement, moi... il suffit qu'ils soient dans une bonne dynamique. Regardez, imaginons que là, ils ne perdent plus aucun match à domicile et qu'ils font chercher quelques bonus défensifs à l'extérieur. Ils y sont, oui. Ils y sont. Hein. Quand on voit la forme de Clermont, qui est un peu... de Lyon aussi. Et de Lyon aussi, qui est un peu sur la pente descendante. On va rester un petit peu sur le rugby, 2 minutes. Bordeaux, on en parle. On parlait de Christophe Urios qui a fait l'énorme surprise avec... D'ailleurs, ça pourrait être un bon débat, j'y pense, avec Mehdi, parce que Urios, lui, il gagne en étant plutôt moche, et lui-même le dit. Hein. Lui-même le dit. Il le dit d'abord, il faut faire les bases, d'abord, il faut aller au combat, d'abord, il faut être discipliné. Si je peux... C'était chez nos confrères de Canal+, je crois. Après, si je peux faire du spectacle, c'est bien. Donc, c'est vraiment ce que je pense par rapport à Mehdi. Il le fait, le spectacle. Il le fait en plus. Mais il y a Bordeaux, il est à Bordeaux. Bordeaux n'a jamais fait de phase finale depuis un long moment. C'est un peu décevant, non ? Bordeaux qui était premier de la phase régulière l'année dernière avant l'arrêt du top 14, là qui est que 6e. C'est la déception un petit peu de cette année, non, Kevin ? Oui, après ils ont eu un mauvais début de saison, beaucoup de blessures, la période de doublons. Donc... Mais après là ils reviennent fort ces dernières journées. Un bonus offensif contre Lyon. Bon après il y a le dernier match nul face à Clermont qui fait un mauvais point sur les derniers matchs, mais bon, je pense que ça va le faire pour Bordeaux. Ça va le faire, et puis ils ont eu le calendrier qui les a pas avantagés surtout, c'est-à-dire qu'ils ont fait énormément jouer à l'extérieur en début de saison. Ils ont pris un retard qu'ils sont en train de récupérer là, et je pense qu'ils sont quand même dans une bonne dynamique. Ils ont été surpris là, mais Urios il a les moyens d'amener cette équipe en phase finale qui n'y est pas arrivée en plus depuis qu'elle est montée, je crois. Ils sont jamais fait les phases finales top 14. Ça et la malédiction de l'année dernière où ils sont premiers de la phase régulière et non, je pense que c'est bon, ça va passer ce coup-ci. Coraline, Pau en phase finale. Ouais, vous me parlez de choses. Nous, on sait pas trop ce que c'est, ça. Nous, on sait plus jouer le maintien, les choses comme ça, justement. En parlant de maintien, grosse victoire ce week-end à Bayonne. Grosse victoire, on gagne de 1 point. Mais grosse victoire dans le sens capital, quoi. Là, il fallait vraiment s'imposer à Bayonne. Exactement, victoire à Bayonne qui était... c'est une victoire essentielle. Je pense qu'il y a quelques victoires comme ça où on est obligé de les viser. Bayonne, Agen, je pense qu'on est obligé d'aller gagner là-bas aussi. Mais victoire. C'est le principal. Exactement. Surtout dans le sport, comme on le dit. Le plus important, c'est vous qui surtout dites, pour la section baloise. Le plus important au rugby, c'est les 4 points. C'est 4 points. Maxime, il n'y a pas beaucoup de points là où on va. Ouais. Par contre, il faut cogner. Il y a des points. Il y a des points, mais il faut surtout cogner. Il faut cogner très très fort. Il ne faut pas avoir peur de l'adversaire. Oh non. On en avait un petit peu parlé de mémoire la semaine dernière. Je l'ai annoncé, ouais. Vous l'avez annoncé, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, c'est l'UFC 257. Je vous ai fait juste un preview. Ça va se dérouler ce week-end. C'est ça, voilà. Ce sera le retour de la superstar du MMA, Conor McGregor. Il va affronter Dustin Poirier. Ce sera la revanche, en fait, puisqu'il s'était affronté il y a 6 ans. On va se prendre la poire. Ouais, c'est pas mal. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin. Il va falloir voir encore pour le diffuseur. On ne sait pas trop en France si ça sera diffusé. Ce sera un combat donc dans la catégorie poids léger, c'est-à-dire moins de 70 kilos. Donc en 2014, effectivement, ces deux hommes s'étaient rencontrés et McGregor avait gagné par KO au premier round. Et à partir de là, les chemins des deux combattants s'étaient séparés. McGregor est allé chercher la ceinture en poids coq et Poirier était parti donc dans la catégorie des poids légers.
Et ils ont fait, donc McGregor est devenu la légende qu'on connaît avec ses hauts, ses bas et ses 2 titres. Ça a été le premier athlète de l'UFC à être sacré dans 2 catégories différentes de poids. Et Dustin Poirier lui a affronté des combattants bien connus. C'est un petit peu mon chouchou, Dustin Poirier. Il n'est pas très très connu, il n'a pas la même hype que Khabib Nurmagomedov ou que McGregor, mais c'est un excellent combattant. Il est très complet, très spectaculaire. Il a signé le plus beau combat de l'année 2020 d'ailleurs. Il avait fait une guerre en 5 rounds contre Dan Hooker. Si vous voulez voir du MMA, je vous propose de voir ce combat, c'est absolument incroyable. Il est bon au sol, bon en boxe, voilà, c'est un super combattant, très humble en plus, vraiment quelqu'un qu'on a presque envie d'être son pote, quoi. Et il va donc affronter un McGregor qui, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous en avais parlé il y a 1 an à peu près, il avait battu Donald Cerrone en 40 secondes. Il lui avait mis un high kick notamment qu'il avait sonné et les fameux coups d'épaule qui avaient cassé le nez à Donald Cerrone pour ensuite s'imposer. Donc ça a été le KO le plus rapide de l'année 2020, 40 secondes. Voilà, donc il se retrouve 6 ans après dans la catégorie poids léger. Et donc ça va être de très très belles retrouvailles. McGregor nous annonce un feu d'artifice et quand il annonce ce genre de choses comme il avait fait avec Donald Cerrone, généralement il tient sa parole. Il n'a jamais été aussi affûté apparemment, et c'est vrai que quand on regarde les images, c'est impressionnant la forme physique qu'il a actuellement. Et le vainqueur pourrait peut-être affronter donc Khabib Nurmagomedov, qui va peut-être sortir de sa retraite. Quoi qu'il en soit, McGregor a déjà prévu, après ce combat, d'affronter Manny Pacquiao en boxe anglaise, parce que McGregor a dit « Je ne partirai pas à la retraite sans avoir gagné une ceinture en boxe anglaise ». Donc voilà. Oula. Il va y avoir un programme chargé pour l'Irlandais. McGregor est une légende de ce sport. Déjà, légende vivante, ouais. Poirier, il a des chances ou pas ? Compliqué. C'est compliqué, honnêtement. Comment vous dire, c'est un peu comme quand vous défendez Sochaux. Voilà, moi c'est mon combattant préféré, Dustin Poirier. Donc j'aimerais vous dire qu'il a la chance de. On va y croire. On espère qu'il va réussir à déstabiliser l'Irlandais, mais je pense que là le rouleau compresseur est en marche et que quand McGregor est dans un grand jour, là c'est quand même un combattant exceptionnel. Mais c'est pas dit que beaucoup disent qu'il va y avoir comme il y a 6 ans, c'est-à-dire une victoire au premier round. Moi, je pense que ça peut peut-être dépasser le 2 ou le 3e round avec de beaux échanges. Voilà. Eh ben on verra et on compte sur vous la semaine prochaine. Ah oui, je vous ferai le retour. Pour nous faire le débrief. On va partir en Angleterre. Enfin non, on va prendre l'avion en Angleterre pour partir en Turquie. On va enfin parler de Mesut Özil, le champion du monde 2014 avec la Mannschaft. Quitte Arsenal, enfin, en mauvais termes, malheureusement, pour aller à Fenerbahçe en Turquie. En fait, on va enfin parler... Et c'est un coup de je ne sais quoi. C'est un coup de je ne sais quoi qui tient quand même du coup de gueule, mais un coup qui vient du cœur. Voilà. J'innove aujourd'hui, vous avez vu. Non, un coup qui vient du cœur parce que déjà, j'essaie dans mes interventions chaque semaine de varier un peu les sports, mais c'est vrai que Mesut Özil a été pendant longtemps un de mes joueurs préférés jusqu'à ce qu'il ne connaisse cette situation un peu bloquée à Arsenal. C'était l'un des meilleurs 10 du monde. Ça a été c'est peut-être la meilleure patte gauche de l'équipe d'Allemagne all-time. Et donc voilà, j'avais envie de parler de Mesut Özil puisque ça y est, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Donc Mesut Özil signe au Fenerbahçe. Excusez-moi, en Turquie, dans un des 3 clubs d'Istanbul, un contrat de 5 ans et demi avec un salaire annuel de 5 millions d'euros. Voilà, 32 ans, Mesut Özil, voilà, il a encore des années devant lui. Il a des années devant lui. Il a au moins 3-4 ans. Avec son style de jeu, il peut jouer longtemps. Oui, il peut jouer longtemps. En plus, oui, c'est ça. C'est un joueur qui c'est un 10, mais quand même qui fait pas beaucoup d'efforts, qu'on se le dise. Sa qualité de passe. Il fait d'efforts avec le ballon, c'est tout. Sa qualité de passe compense largement ses aptitudes physiques. Mais c'est un choix que d'autres ont fait avant lui. Le Fenerbahçe, je pense à Van Persie, je pense à Dirk Schneider aussi qui était parti. Snyder était parti à Galatasaray aussi, mais disons que la Turquie, oui, c'est un peu cette terre où les post-trentenaires vont pour reprendre un second souffle ou terminer leur carrière. Il est d'origine turque en plus, non ? Voilà, Özil est d'origine turque, donc oui, il va renouer un peu avec ses racines, donc ses 2 parents sont turcs. Voilà, un choix que je comprends, oui, parce que il est attaché à son pays. Bon, il a des liens très étroits avec Recep Tayyip Erdogan, le président. C'est ce que j'allais vous dire, pardon, c'est que hors football, on n'en parle pas trop. Il est proche du président turc sur les polémiques qu'il y a eu ces dernières années. Il était là pour le défendre. Ça a beaucoup décrié en Allemagne aussi, justement, par rapport à ça. C'est ça, donc il est parti
en Turquie. Bon, là on parle un peu politique et tout ça, mais moi vous voyez, j'aurais peut-être préféré le voir retourner en Allemagne, que ce soit peut-être pas à Schalke. Justement, par rapport à cette histoire, en Allemagne il est très mal vu. Il est mal vu. Toute proportion gardée, c'est un petit peu comme Benzema qui revient en France, il va y avoir débat toute la journée et tout le temps, quoi. Donc, en Espagne sinon, ou en Italie. Ouais, mais aussi championnat un peu plus technique peut-être. En tout cas, voilà, donc ce Ozil qui, on l'espère, va rebondir. Moi, ce que j'espère, c'est surtout qu'on parlera plus de lui pour l'extra sportif et qu'Arsenal va aller mieux. Pouvoir rebondir. Et qu'Arsenal, ça c'est autre chose. on verra bien. Merci messieurs, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. Justement, l'équipe de France est en train de jouer son 3e match de poule. Après une victoire contre la Norvège, après une victoire contre l'Autriche, l'équipe de France mène seulement d'un petit but à 4 minutes de la fin contre la Suisse. Je vous donnerai le résultat tout à l'heure en fin de match. On avait parlé sur France-Norvège. Écoutez ce qui s'était dit. Je vois la Norvège s'imposer 31-29. Maxime. Victoire de la Norvège 25-22. Romain. Victoire de la France 28-27. Coraline. La France aussi 25-20. Kevin. La Norvège 28-24. Et Mehdi. 32-25 Norvège. Mehdi qui avait donné la Norvège. Mehdi qui sera avec nous pour le débat par téléphone en fin d'émission. Victoire de Coraline. Coraline avait eu le culot, permettez-moi l'expression, Coraline, de donner carrément un +5 pour l'équipe de France. Il faut le dire qu'avant le match, personne, moi le premier, d'ailleurs j'avais donné la Norvège, ne voyait la France s'imposer. Donc victoire de l'équipe de France qui, encore une fois, mène d'un petit but contre la Suisse en direct en ce moment même. Le Zoom de la semaine, on va changer de sport. On va retourner voir la Pro D2. On aime bien la Pro D2. Après, c'est un championnat où il y a beaucoup de derby, donc c'est un championnat où forcément on en parle beaucoup. Il y en a un coréen, enfin un grand derby, mais 2 clubs de la région, grande région, Perpignan contre nos amis de Colomiers. Kevin. Ouais, exactement. Donc le choc de cette journée entre le premier de Pro D2 et un outsider à la montée, Colomiers, 4e. En ce moment, Perpignan tourne très fort et apparaît comme le favori pour la montée en top 14. Il reste notamment sur 7 matchs sur les 8 derniers matchs. Mais cette défaite est survenue à Colomiers le 22 décembre, une défaite 23-18. Alors que de son côté, Colomiers, je vous avais présenté leur dernier match à domicile face à Vannes où ils s'étaient inclinés d'1 point. Depuis ce match, ils ont affronté Carcassonne. Ils se sont largement imposés avec le bonus offensif. Mais Colomiers ne voyage pas très bien, seulement 2 victoires en déplacement sur 6 matchs. Il reste notamment sur 3 défaites consécutives, mais ce sont des courtes défaites qui ont débouché à chaque fois sur un bonus défensif. Donc ça risque d'être un match serré, mais il va falloir s'accrocher parce qu'Aimé Giral, c'est quasiment une forteresse imprenable. Une seule défaite à domicile cette année face à Aurillac, sinon il faut remonter en top 14 pour retrouver une défaite de Perpignan à domicile. Wow. Messieurs, on parlait de Colomiers, on en parle comme un outsider sérieux. Ils ont eu Vannes il y a 15 jours. Perpignan là, ils sont dans le dur, ils sont dans le gros du calendrier en ce moment, Maxime. C'est costaud, ils ont bien réagi face à Carcassonne. Ils sont allés chercher ce qu'il fallait, ils ont allé chercher le bonus offensif, c'est ce qu'il fallait. Là par contre, ça va être très très dur parce que Perpignan en plus, ils sont sur 2 victoires de rang à l'extérieur si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont gagné à Provence et ils ont gagné ce week-end à Mont-de-Marsan, c'est ça. Donc là non. Puis à domicile, ils sont pas tendres, donc honnêtement, ça va être compliqué. Je parierai pas sur Colomiers, même si j'aime beaucoup ce club. D'ailleurs, à Colomiers, il y a un joueur qui a été convoqué en équipe de France. Oui, c'est Wael Pompon, 3e ligne. Alors lui, il a vécu une semaine absolument incroyable. Il a signé son premier contrat pro la semaine dernière et en même temps, Fabien Galtier l'a appelé pour venir participer au stage. Par exemple, pour le handball ou pour le foot, pour prendre d'autres sports collectifs, c'est impossible. C'est un truc qui est Kamavinga qui a failli le faire sur 6 mois, à 6 mois près. Voilà, mais je veux dire. Après, il jouera pas, c'est pour faire. En fait, ils font sparring partner, comme on dit en boxe, c'est-à-dire ils viennent pour faire servir pour l'opposition, mais aussi ils prennent leur marque. Après, parce qu'après ils prennent pas n'importe qui. Non, ils prennent vraiment des joueurs au potentiel qui dans les années à venir seront appelés à rejoindre l'équipe de France, mais pour y jouer vraiment ce coup-ci. Quoi. On va donner les pronostics. Perpignan, Colomiers, Maxime. Victoire de Perpignan 32-17. 32-17. Moi, je vais donner un 28-12 pour Perpignan. Romain. 22-15 pour Perpignan. Kevin. 24-19 Perpignan. Coraline. 15-21 Colomiers. Ou le pari. La grosse cote. La grosse cote. 2 fois de suite, ce serait beau. Parce que... Ça serait très drôle. Oui, là, ce serait énorme. Et Marek. Moi, je vois un 28-16. En sachant que le prochain match, le prochain Zoom, on peut le donner tout de suite.
messieurs. Ah oui, là, oh là là, émission spéciale là. Émission pas spéciale. Ah, si, mais oui, Coraline, il y a Sochaux Toulouse. Il y aura un débat Ligue 2 et on recevra Omar Daf dans l'émission. Est-ce que c'est ça la surprise? La surprise. Ah, alors on va expliquer. Il y a une surprise pour Mehdi pour son anniversaire. Non, ce n'est absolument pas ça. Ce n'est pas ça. C'est encore mieux que ça. Oh là là. C'est plus que vous espérez, c'est incroyable. Vous allez en tomber par terre. Il faut attendre le 25 avril, parce que lui il est du 25 avril, donc il faut attendre le 25 avril pour savoir pour Mehdi. On va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. La question du jour, une question par semaine et 4 minutes pour y répondre. Alors j'ai pris un risque, c'est un mot en anglais. Je vous demande la signification d'un mot en anglais. Oula. Qu'est-ce qu'un sandwich ? Alors c'est pas un sandwich, c'est pas un truc avec du poulet, de la salade et de la tomate. Je vous demande. Sandwich. Comment vous écrivez ça ? Sand, C-A-N-D. Non, S, pardon. Ouais. S-A-N-D. Sable. Plus loin. Sable. W-E-D-G-E. C'est un lien avec le sable, ouais. Oui. Sandwich. Ah, c'est une discipline. Romain et Coraline, bien évidemment, jouent avec. Donc c'est une discipline. Une discipline, non. C'est un sport ? Non. Un sport, c'est un lien avec un sport. C'est pas un sport. Est-ce que c'est un lien avec un sport collectif ? Collectif, non. C'est un sport individuel. C'est un sport qui se joue avec une balle. Une balle, oui. C'est un lien avec le tennis ? Non. Ping-pong ? Non. Le volley ? Non. Le volley en individuel ? Le football beach ? Ah ouais. Le badminton. J'avais oublié ce paramètre. Le badminton ? Non. Qu'est-ce qui me sort ? Oubliez le sport, essayez de trouver déjà ce que c'est. Avec une balle. Est-ce que c'est un outil ? Voilà, c'est un accessoire. C'est un accessoire. C'est un lien avec une discipline olympique. Sandwich, ça veut dire quoi en français ? C'est un lien avec le sable, donc. Donc sand, c'est largeur de sable, non ? Et wedge, c'est quoi ? Je vais vous le donner, c'est le coin. Un coin de sable. Ah ok. Un coin de sable. Discipline individuelle qui se joue avec une balle. Est-ce que ça est présent aux Jeux Olympiques ? C'est pas du baseball. Sincèrement, vous me posez une colle. D'accord. Il y a eu des années oui, il y a eu des années non, et je crois qu'en 2016 oui, la première fois depuis très longtemps. Oui, en 2016 oui, c'était la première fois depuis très longtemps que c'était au JO. En plus, c'est un sport avec une balle. Et je sais pas si c'est à Tokyo. Le golf. Ah oui. Facile. Alors c'est quand on envoie la balle dans le sable, quand la balle est off. Alors oui, mais c'est quand est-ce que c'est quand on sort du sable et qu'on la met dans le trou. Donc qu'est-ce que c'est le sandwich ? C'est un bunker quoi. Vous y êtes quasiment. Ouais, non, un coup, non, c'est pas un coup. C'est pas un coup. Mais c'est les espèces de blocs de sable là, non. C'est le nom de la le nom d'un club de golf. Voilà, le club de golf qui sert pour sortir du sable. Voilà, bravo, c'est ça. Bravo. Voilà, je me suis dit on va faire une petite question sur le golf, messieurs. Pas mal, joli. Moi, je fais souvent du mini golf au Gros du Roi. Voilà, je dis en vacances. Tiger Woods. C'est Tigrebois. En tongue. Donc voilà, mais oui, c'est un coin de sable où faire de sable est un type de club de golf au coin ouvertement principal conçu pour sortir des bunkers de sable. Il a la semelle la plus large de tous les coins, ce qui offre le plus de rebonds, permettant à la tête du club de glisser à travers le sable et d'éviter de creuser. Mais oui, de faire un trou. C'est pour ça, et on l'utilise pour ça. Je termine avec la question du jour. L'équipe de France vient de s'imposer 25-24 et se qualifie pour le second tour en faisant un 3-3. Parfait pour l'équipe de France de handball. Voici messieurs, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec l'invité du jour. À tout de suite. Ships go by and wave at me. I try, can't breathe. There's an ocean in between your heart and me. I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me, leave me. Took you for granted, but don't leave me stranded here. I need you, need you. It's a long way down if I fall without you. I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me now.
you're right. I'm done. I know right where I belong. I'm yours. I'm wrong. Yeah. I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me. Leave me. Took you for granted, but don't leave me stranded here. I need you. Need you. It's a long way down if I fall without you. I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me. Don't leave me now. I know back the ocean tide, if that's what I had to do. Let me spend my whole damn life making it up to you. Yeah, I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me. Leave me. Took you for granted, but don't leave me stranded here. I need you. Need you. It's a long way down if I fall without you. I know I hurt you and I don't deserve you, but don't leave me. Don't leave me now. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est 9 fois champion du monde de cyclisme sur piste avec des titres nationaux, européens et au JO. Grégory Boget, l'un des plus beaux palmarès du sport français. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Grégory, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Au moment où un de mes chroniqueurs, Maxime Brossard, est en train de terminer une galette. Donc c'est bon, c'est terminé. Excellent, mais c'est interdit pour les sportifs. Vous êtes champion de cyclisme sur piste. Il y a plusieurs disciplines dans le cyclisme sur piste. Est-ce que vous pouvez, sur les grandes lignes, nous les présenter, s'il vous plaît ? Oui, en cyclisme sur piste, de toute façon, il y a deux catégories. Il y a les épreuves dites de sprint, donc tout ce qui ne dépasse pas un effort de plus d'une minute, et les efforts d'endurance qui vont de un peu plus d'une minute à des fois des 30-40 minutes de course. Donc, comme le nom indique, le sprint, c'est des efforts courts, donc c'est ce que je fais. Avec de la vitesse individuelle, de la vitesse par équipe, une épreuve collective. Et puis sur les épreuves d'endurance, donc vous avez de la poursuite par équipe, vous avez quoi, de la course au point, de l'américaine, c'est une course qui se court à deux coureurs avec des relais justement de ces deux coureurs. Donc ça, c'est des courses d'endurance, c'est des courses que les routiers comme les coureurs du Tour de France peuvent faire sur la piste. Justement, ça tombe bien, c'est ma deuxième question. Qu'est-ce qui est le plus simple, un coureur sur piste qui passe de la route ou de la route qui passe sur piste ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est deux sports totalement différents ? Vous différenciez ces deux sports ? Bon, en tout cas, en ce qui concerne le sprint, le sprinter pur en cyclisme sur piste, c'est trop, comment dire, c'est peut-être faisable, mais à mon sens, l'écart est énorme en fait, dans le sens, quand je dis l'écart, c'est que vous voyez, la plupart des sprinteurs sur piste ont une musculature vraiment bien développée. La plupart des sprinteurs, ça tourne entre 90 et 100 kilos. Il faudrait perdre énormément de poids avant de pouvoir bien sentir sur la route. Donc je dirais que l'inverse est mieux. Un coureur qui fait de l'endurance, du fond sur la route, peut venir sur la piste. Après, ça dépend dans quel domaine. La question d'un chroniqueur, Maxime Brossard. Oui, bonsoir Grégory déjà. La question que j'avais, c'était est-ce que c'était pas Bradley Wiggins justement, je crois, qui avait fait de la piste et qui était passé à la route, ou inversement, et je voulais savoir, est-ce que aussi, comme vous l'avez dit, il y a une préparation, j'imagine, qui est spécifique, c'est-à-dire on recrute pas les mêmes fibres musculaires, j'imagine, quand on fait de la piste que quand on fait de la route. Oui, à savoir que Bradley Wiggins, je peux citer aussi Geraint Thomas, oui.
Cavendish. Ah oui, c'est vrai. Ils ont été sur la piste depuis très très longtemps, depuis leur jeune âge quasiment. Mais ils faisaient des épreuves de fond. Voilà. D'accord. Ils n'ont jamais fait de sprint pur sur la piste. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas une puissance très élevée. Donc c'était des coureurs de fond sur la piste qui faisaient de la poursuite, de la course au point, la course au strat. C'est ce qui leur permettait, ce qui permet aussi à d'autres routiers de venir sur la piste, on va dire quasiment l'hiver, justement pour pouvoir faire les dieux. Je l'ai dit en présentation, vous êtes 9 fois champion du monde, ce qui est absolument énorme. Vous êtes bien évidemment champion de France, champion d'Europe. Vous êtes l'un des plus beaux palmarès du sport français. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a une certaine fierté, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Ben, même si je me le dirais un peu plus tard, parce que, comme je disais, durant toute ma carrière, à chaque fois que il y avait je faisais une grosse compétition, je récupérais pour repartir sur une autre. En fait, je balayais très vite ce qui était fait. En fait. Donc, on s'en rend pas compte quand on est dedans. J'étais dedans et toujours avec les objectifs de carrière, toujours avec l'objectif à atteindre chaque année. Donc je me retournais pas en fait, je regardais pas ce que j'avais pu faire. Du moins, je savourais pas. Le seul moment où je savourais, par exemple, des victoires, c'est sur le moment ou quelques jours après. Mais sinon, très vite, je passais tout de suite à autre chose. Mais c'est vrai que oui, là, depuis quelques jours, surtout depuis l'annonce de l'arrêt de ma carrière, j'entends ce que j'ai pu faire. Donc oui, forcément, une grosse fierté, parce que même si pour moi le plus important c'était de montrer que j'étais le meilleur, mais j'étais pas en concurrence avec mes aînés, quand je dis mes aînés au niveau du cyclisme sur piste, et même avec d'autres sportifs français. Mais c'est vrai que je pense qu'être rentré dans le Gotha des grands champions français. Justement, vous êtes retraité depuis pas longtemps. Qu'est-ce qu'on retient là maintenant ? C'est peut-être un peu tôt, vous venez de le dire, mais quel est votre plus beau souvenir là ? Si vous devez ressortir un moment avec les titres de champion du monde, de champion d'Europe, même les titres de champion de France, les débuts. Je peux pas en sortir. Il y en a beaucoup. À chaque fois qu'on pose la question, c'est toujours, c'est jamais la même réponse en fait. Parce que un des beaux moments aussi, moi, c'était la première fois que j'allais aux Jeux Olympiques en 2004, j'étais dans l'équipe, mais j'étais remplaçant. Côtoyer les grands noms du sport mondial. Moi, j'aime bien l'athlétisme, donc voir les sprinteurs américains, jamaïcains et d'autres, et même sprinteurs français, françaises, plus particulièrement avec Christine Aron. C'était un grand moment. Il y a aussi, je pense, celui qui m'a donné le plus d'émotions, en tout cas, c'est quand je suis devenu champion du monde en vitesse individuelle en 2009, parce que c'était le premier, et puis je succédais à des grands noms de ma discipline. Je parle des Allemands, il y a aussi les Australiens, mais surtout chez nous, les Français, les références, Florian Rousseau, Laurent Ganet, Arnaud Tournant. Donc, non. Après, j'ai beaucoup de moments, mais mon premier titre de champion du monde en vitesse individuelle, c'est beaucoup d'émotions. Vous êtes quintuple champion du monde par équipe, quadruple champion du monde individuel, 4 médailles olympiques, 3 en argent, 1 en bronze. Vous êtes 9 fois champion du monde, vous me voyez venir. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir décroché l'or sur les 3 Olympiades, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016 ? Oui, je clôture mon chapitre, ma carrière, sans avoir l'or olympique. C'est forcément un regret, puisque c'était un objectif de carrière. Donc oui, c'est un regret, mais bon, je le vis bien. Je le vis bien, pourquoi ? Parce que depuis tout jeune, je pratique du sport, et les valeurs aussi du sport, c'est savoir qu'il y aura toujours un vainqueur, il y aura toujours un perdant. Donc voilà, même si c'est pas facile à avaler, mais voilà, j'ai tout donné pour pouvoir aller chercher ce titre-là. Malheureusement, ça sera pas dans ma carrière, mais bon, c'est comme ça. Et oui, comme je dis, de toute façon, même si vous investissez à fond,
vous savez pas comment ça va fonctionner. Bon, moi, ma philosophie, c'était travailler et puis ça paiera. Je le pensais vraiment, mais bon, ça n'a pas fait. Et je le répète parce que pour que les auditeurs se rendent compte, vous êtes et pourtant vous êtes 9 fois champion du monde. Une petite question, je sais pas si elle va vous déranger, mais en aucun cas je veux vous offenser, mais on parle souvent quand on parle des champions du monde, on parle de Teddy Riner, de Sébastien Loeb qui le sont 10 fois, qui le sont 9 fois. Pourtant on parle pas de vous. Je parle du grand public, bien évidemment, quand on s'intéresse au sport, sans prétention, un peu comme nous, et quand on s'intéresse au cyclisme, bien évidemment vous êtes connus et tout. Est-ce que ça vous gêne que quand on parle des Français les plus titrés, on parle toujours de Teddy Riner, de Sébastien Loeb et pas de vous? Bah, oui et non, parce que en même temps c'est depuis médiatisé, hein. On parle de ma discipline, enfin de mon sport, le cyclisme sur piste, on en parle surtout sur les Jeux Olympiques. En dehors de ça, on en parle moins, et les médias ne sont pas forcément attirés plus par ça, même si je peux les comprendre dans le sens où il y a quasiment pas de compétition sur le territoire français, hein. Quand on va courir, c'est surtout à l'étranger. La dernière fois qu'il y a eu un événement cyclisme sur piste en France, c'était en 2018, c'est lors d'une Coupe du Monde. Donc forcément, c'est pas forcément pour attirer les Français. Voilà, il faut aussi qu'il y ait des compétitions organisées sur notre territoire. Voilà, mais bon, après non, mais je regarde pas ça, je sais ce que j'ai fait. Et puis voilà, quoi. C'est le plus important. Vous l'avez dit, on parle beaucoup du cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques. Or, les JO 2016 où ça s'était pas super bien passé pour cette discipline, c'est toujours un vivier de médailles important pour la délégation française. Vous l'expliquez comment que tous les 4 ans, l'équipe de France ramène un grand nombre de médailles sur le cyclisme sur piste? La grande époque du cyclisme sur piste français est quand même derrière, hein. Ça c'est pas, c'est le constat, hein, que j'ai, que d'autres ont aussi, hein. Je pense que je pense sincèrement jusqu'en 2012, hein, jusqu'à Londres, on était pourvoyeur de médailles sur la piste. Pourquoi? Parce que faut pas se cacher, hein, l'équipe de France, l'école française était vraiment reconnue au niveau mondial. Au plus haut niveau mondial, hein. Donc et puis quand on connaît les champions d'antan, les Morellon, les Trentin, Exo, Gagné, Félicien Ballanger, des grands noms. Dès qu'on parle d'eux, tout de suite, une multitude de titres mondiaux et champions olympiques aussi. Donc après, on va dire depuis 2016, on est sur la pente descendante. Pourquoi? Je pense que aussi à un moment donné, on peut plus avoir des athlètes d'exception. Aussi, je pense aussi qu'il y a des choses à changer dans notre système, dans notre façon de faire. On voit que même des petites nations arrivent à décrocher des médailles sur des championnats du monde ou sur des Jeux Olympiques. Il y a une stratégie aussi à avoir. Donc, c'est vrai que depuis que les Jeux existent, on a toujours rapporté minimum une médaille. Donc voilà. Donc on espère dernièrement à Rio, c'était une médaille. On va voir pour les suivants, mais bon, ça sent pas très bon, même si on l'espère, hein. Enfin, en tout cas sur le cyclisme sur piste, hein. Donc on va voir ce qui va se passer. Justement, sur les prochains Jeux Olympiques, ça devait se passer cet été. Vous deviez les faire. Finalement, ça a été reporté. On le sait pourquoi. L'été prochain, en 2021. Vous avez arrêté. Vous avez annoncé votre retraite la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter avant les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui m'a poussé? Tout simplement, c'est j'ai senti que c'est physiquement, psychologiquement. Il y avait un ras-le-bol? Non, c'est même pas, non, parce que tous les voyants étaient ouverts, hein, vraiment tous les voyants étaient ouverts, vraiment, 6-7 mois des Jeux en plus, non, vraiment tout était ouvert, à part que
j'ai senti sur le mois de décembre que au fond de moi, c'est quelque chose, j'ai senti au fond de moi que il y a cette forme d'usure qui fait que vous avez pu à vous donner à 100% et vous êtes bloqué à 90%. Quelque chose que j'avais jamais connu dans la carrière. Dans le passé et dans ma carrière. Et là, je l'ai senti en discutant aussi avec quelques sportifs dont je suis proche, pas forcément que dans ma discipline, leur sortir un peu cette même chose-là. Hein. Donc, non, moi, j'étais motivé jusqu'au bout, vraiment. Le premier confinement m'a fait énormément de bien parce que je peux partir en Guadeloupe. J'ai bien soufflé, puis je me suis rentraîné là-bas. J'étais bien, et puis non, j'ai senti c'est un constat sur le mois de décembre que ça allait pas, et je me voyais pas continuer comme ça en visant une médaille olympique. On prépare pas, pour moi, on peut pas se permettre de préparer une compétition telle que les Jeux Olympiques et de faire un mois d'entraînement, mais d'être bloqué à 90%. Comment on prépare l'après-carrière? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire après votre carrière? Donc moi, j'ai intégré en 2002-2007 l'Institut national de sport de l'expertise en 2002, et dès qu'on arrive là-dedans, il y a le double projet. Tu viens pas uniquement pour faire que du sport, donc il y a les études aussi à côté. Donc je fais mes études, et puis après je voulais me lancer dans... Au départ, c'était juste pour me connaître un peu mieux. Donc j'ai fait des diplômes dans le domaine de l'entraînement, ce qui m'a aidé déjà premièrement en tant qu'athlète, comprendre des choses, mieux comprendre des choses. Et puis sur mes dernières années, grâce à ce diplôme-là, j'ai pu commencer à entraîner en fait. Donc j'entraîne depuis 2-3 ans au sein de mon club. Je suis content de ce que je peux faire avec les athlètes. Donc c'est quelque chose vers lequel je pense que je me dirigerai. Après, j'ai quand même, dû à ma longue carrière, j'ai réfléchi pas mal de choses, j'ai beaucoup d'idées en tête. Je me disais aussi, quand j'arrêterais, que je pourrais justement mener à bien ces projets. Donc après, il faut que j'arrive à mettre une hiérarchie dans ce que je veux faire. Mais en tout cas, j'ai des idées plein la tête pour le sport, pour le cyclisme circuit. On sait qu'il y a les Jeux Paris 2024, donc il y a des choses à faire. Il y a des choses à préparer. En tant que champion français, je pense que je peux apporter quelque chose à la jeunesse française. Et c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien ce soir. De rien. Merci à vous, et nous on va pouvoir passer au débat de la semaine. À tout de suite. Sportez-vous bien. Le débat. En plus de la crise sanitaire, le football français doit faire face à une crise économique avec l'absence des droits TV à cause de médias pro, de la LFP selon certains. Des clubs comme Nîmes sont en grand danger, et rares sont les clubs qui vont sortir indemnes de cette crise. Mardi, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, annonce se retirer de la diffusion de la Ligue 1 sur la chaîne cryptée. Ce qui inquiète bien évidemment tout le monde. Messieurs, la première question elle est simple. Et Mehdi va nous rejoindre par téléphone. Il est malade, en plus avec les temps qui courent, pour tout dire aux auditeurs. Voilà, on le laisse à la maison. La Coraline, je le vois derrière la vitre, est en train de l'appeler. Il va venir avec nous tout de suite. Mais dans un premier temps, à qui la faute, messieurs? Est-ce que c'est la LFP qui a autorisé un appel d'offres et qui a accepté sans vérifier, ou est-ce que c'est à cause de Mediapro, Kevin? Moi, je dirais la Ligue. La Ligue? Pour quelle raison? Parce que tout marchait bien avec Canal. Je pense que la Ligue 1... Sport, ouais. Oui, mais Paying Sport, bien sûr. Et je trouve que la Ligue 1 était à son prix. Et 1 milliard d'euros, c'était vraiment, vraiment trop cher pour la Ligue 1, vu la qualité des matchs. J'adore la Ligue 1, je le dis, je le défends beaucoup. Mais 1 milliard d'euros sur 4 ans. Je pense que Mehdi est avec nous. Mehdi, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Ça fait drôle, Mehdi. J'ai l'impression qu'on appelle le président d'un club. Mehdi Guillonneau, président du FC Sochaux. Déjà, comment ça va? Non, mais tout, ça va, oui, un peu malade, mais ça va. Ça va. Bon, à qui la faute par rapport à ce qui se passe, à cette crise du football français?
À qui la faute? Je dirais en premier lieu peut-être à nos présidents de Ligue 1. Ah oui, carrément. Oui, parce que c'est eux qui ont voulu le milliard. C'est eux qui ont mis la pression à Didier Quillot et Nathalie Bolle-Latour. Les anciens présidents et directeurs de la Ligue. Exactement, donc de la Ligue de football. Et donc c'est eux qui ont réclamé le milliard et donc ils sont empressés de le chercher, de le trouver sans garantie. Donc pour moi, les premiers fautifs, ce sont les présidents de Ligue 1. Messieurs, est-ce qu'on est en train de vivre, toute proportion gardée, le Naïsna des clubs? On rappelle pour ceux qui nous écoutent, Naïsna c'était la Coupe du Monde 2010, la grève, le fiasco. 8 ans après la France, 6 ans après la France est vice-championne d'Europe, 2 ans après, donc 8 ans après la France est championne du monde. Vous me voyez venir, est-ce que ça peut être un mal pour un bien là-dessus, Marek? Ouais, ça peut être l'occasion de repartir sur de bonnes bases, ça c'est sûr. Mais il faut accepter de tout reprendre à zéro, quoi. Comme l'a fait un petit peu l'équipe de France avec Laurent Blanc dans un premier temps et Didier Deschamps ensuite. Ouais, il faut revoir complètement la formule économique, tout. C'est une grosse remise à plat. Après, est-ce que ça va se passer? J'avoue que là, avec l'actualité de ces derniers jours, je sais pas trop où on va, mais c'est sûr que ça ferait du bien. C'est le Naïsna des clubs, c'est là où tout se joue, le futur du football français. Je parle des clubs parce que, et je touche du bois, la sélection se porte plutôt bien en ce moment. On parle des clubs, malgré paradoxalement une demi-finale et une finale de Ligue des Champions sur la dernière édition. Voilà, Kevin, on est au tournant du football français là. Ouais, parce que là, franchement, on est vraiment dans le flou. On ne sait pas qui c'est qui va reprendre les droits. Donc, on peut peut-être avoir un nouveau tournant dans la diffusion de la Ligue 1. Donc, c'est vraiment le flou. Ouais. Mehdi, Marek, oui. Non, mais on va y venir après. Mais on parle aussi évidemment de refaire une formule, de recréer une Ligue 1 quoi, avec 18 clubs. Mais on va y venir. J'y viens juste après. Mehdi, vous comprenez le président de Canal, Saada, de rendre les 2 matchs qu'il a et de mettre la pression, de faire un appel d'offres? Bah oui, parce que je pense qu'il veut renégocier ses lots, je pense qu'il veut 2 matchs, mais pas les 2 matchs qu'il avait, il veut récupérer peut-être l'affiche, les 2 meilleures affiches en fait, tout simplement, et après s'associer avec quelqu'un d'autre, et quand on dit quelqu'un d'autre, on pense très rapidement à beIN Sport qui pourrait récupérer les 8 autres, et voilà, Canal, ça leur suffirait d'avoir 2 matchs, et stratégiquement, je trouve ça complètement logique. Après, il y a quand même une grosse guéguerre et je sais vraiment pas comment ça va se finir parce que honnêtement Canal en veut vraiment beaucoup à la Ligue. Et pour reprendre les propos de Mehdi, le Canal Plus en veut beaucoup à la Ligue, de les avoir laissés tomber là sur l'appel d'offres pour la période 2020-2024. On comprend un petit peu le président de Canal sur ce cas. On va parler tout de suite là-dessus parce qu'il nous reste 4 minutes avant la fin de l'émission. Je vous redonne la parole, Mehdi. Est-ce qu'il faut passer une Ligue 1 à 18 ? C'est le minimum. En sachant que vous et moi, et comme d'autres, on est supporters de Toulouse et de Sochaux, donc on va le parler franchement, une Ligue 1 18 nous arrange pas vraiment, mais c'est une nécessité pour le football français, la Ligue 1 18. Je pense que c'est le minimum, on le voit aussi avec le prix de nos droits télé, etc., le niveau de notre championnat, de toute façon. Le minimum c'est 18, et pour moi même la taille idéale de la Ligue 1, ça serait 16 clubs. Voilà, pour quitte à ce que la Ligue 2 soit plus grosse, mais voilà, avoir 16 clubs de vrai bon niveau, un championnat compétitif qu'on peut vendre à un bon prix, parce que oui, dans l'économie maintenant, on est obligé de parler de ça. Et voilà, moi 18, je suis totalement favorable, même si je pense que ça sera très compliqué, parce qu'on voit que dans notre foot, les petits ont beaucoup plus de pouvoir, ont autant de pouvoir que les gros, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Et forcément, eux, un passage à 18 clubs, ça les arrange pas, quoi. On est dans une obligation, messieurs, d'avoir, pour comme le dit Mehdi, vendre notre Ligue 1, que ce soit déjà en France et ailleurs. Kevin, on est obligé de mettre un match en clair comme dans le temps. Alors, je ne l'ai pas connu, mais je pense que vous l'avez peut-être connu, le match de Ligue 1 en clair. TF1, M6, France Télévisions, bien évidemment, et je vais le dire, les vautours qui viennent sur la proie à moitié morte pour dire, voilà, nous, on est là, on est les sauveurs. Est-ce qu'il faut finalement un match un match par journée sur TF1, sur M6, sur France Télévisions, tout simplement un match en clair pour le grand public, parce que nous les passionnés, on va payer jusqu'au bout du monde. Il faut que ce soit une belle affiche. Oui, si on met Nantes-Bordeaux, on va pas faire aimer le football aux gens. Nantes-Bordeaux, ça va parler aux gens, mais si vous foutez... quand je dis une belle affiche, une affiche qui résonne. Je veux dire, je pense que quand on lit le programme, si on n'est pas forcément fan de foot comme moi... Nantes-Bordeaux, par exemple, j'y connais rien au foot, mais si je vois Nantes-Bordeaux, je vais me dire, c'est quand même des clubs importants, c'est des clubs mythiques. Je vais y jeter un œil. Vous n'allez pas vous régaler, Maxime. Ouais, je sais, mais bon, je veux dire, je me mets dans ma place où je suis, c'est-à-dire pas spécialiste du football comme vous, je vais regarder les noms des clubs et justement, je vais regarder ça plus que vraiment le niveau de jeu. Bref,
il vaut mieux regarder Brest-Lens en ce moment. C'est quand même beaucoup mieux pour les yeux. Metz qui a fait un gros coup hier. Bordeaux, c'était pas mal ce week-end. Marek, il faut un match en clair. Il faut un match en clair, oui. Et puis surtout, si on passe à 18 équipes, ce serait pas mal parce que ça permettrait effectivement de redorer le blason de la Ligue 1, de devenir plus compétitif. Et effectivement, même si vous avez un Nantes-Bordeaux ou je ne sais quoi, ça serait sympa à regarder. Ouais. Je vais vous prendre l'exemple du rugby, c'est ce qu'on a fait. Quand on est passé à 14, vous avez vu de suite, ça a resserré, alors que le rugby, on a connu des élites à 80 clubs, 16, comme je vous disais, là, vous rigoliez la dernière fois. Et maintenant, on est à 14, on est entre nous, c'est serré, le produit se vend bien et ça marche bien. Mehdi. Non, je disais que Canal y est favorable justement aux 18 clubs. Oui. Il poussera pour ça. Donc, voilà. Et surtout aussi pour... Vincent Labrune aussi, d'ailleurs, il va falloir qu'il fasse ce qui est le nouveau président de la Ligue. C'est une idée de Vincent Labrune. Passer la pilule, mais ouais, moi je vois pas comment on peut. Et surtout la part du gâteau. Même, et bien évidemment, c'est mathématique et on va finir là-dessus. La part du gâteau sera plus importante pour les clubs. Donc on sait que sur le marché, sur le mercato, on est un petit poids dans les 5 grands championnats, surtout comparé aux Espagnols et aux Anglais. Mais c'est vrai que passer à 18, les parts de droit TV, à condition qu'elles soient payées et versées à la Ligue, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pourrait aider les clubs. Mehdi, vous avez 30 secondes. Lundi prochain, vous êtes là, parce qu'il y a Sochaux-Toulouse, bien évidemment, j'allais en parler. L'émission spéciale. Vous bien évidemment. Vous le sentez comment, en vrai, comme ça, là, à une semaine presque heure pour heure de Sochaux-Toulouse? Il n'y a absolument aucune pression face à Sochaux. Quel dédain. Toulouse contre n'importe qui, ils sont moyens, ils finissent toujours par gagner. Donc, et voilà, moi comme je l'ai dit, on en parlera lundi prochain, on verra si Sochaux doit perdre contre Toulouse, ça me dérangera pas parce que j'habite à Toulouse quand même. Et voilà, on verra bien. Merci à Coraline, merci à Romain à la réalisation, merci à vous Mehdi, merci à vous et nous on se retrouve la semaine prochaine dans Sportez-vous bien lundi.